Monsieur Jean-Marie Loiseau, vous allez nous planter un autre décor, d'ailleurs qui a une résonance très forte pour nous Français, puisque vous allez surtout évoquer la question du nucléaire. Je rappelle, comme je le disais tout à l'heure, que vous faites partie du comité de direction du programme interdisciplinaire énergie au CNRS. Alors nous savons qu'en France, le nucléaire contribue pour un petit peu plus que 80% de notre électricité, à quelque chose près. Mais au niveau mondial, sa part sur tout ce qu'on appelle énergie primaire reste encore très faible, de l'ordre de 6%. Vous me corrigerez si j'ai des mauvais chiffres. Enfin, ils doivent venir de vous, donc ça doit coller. Et ce que j'ai cru comprendre que vous alliez défendre, c'est qu'en fait, cette situation pourrait énormément changer dans les années ou dans les décennies qui viennent, et tout particulièrement dans les pays émergents. Et vous allez jusqu'à citer ce chiffre de 25% d'énergie primaire venant du nucléaire en 2050. Ensuite, dites-vous, il est même possible que l'on commence à faire appel à de nouveaux types de réacteurs. Alors, c'est cette évolution que vous allez nous décrire, sans minimiser ce que nous savons tous, c'est que le nucléaire a ses contraintes fortes, qui sont la question de la sûreté des réacteurs en fonctionnement, et aussi le bon traitement des déchets. Alors, cette question, le nucléaire est-il durable aussi? Va-t-on un jour manquer ou pas d'uranium? En plus, on sait que parfois, aller extraire de l'uranium se fait dans des zones où maintenant on court des risques. Monsieur Loiseau, c'est à vous. Je sais que vous avez beaucoup de transparents, alors je jouerai les dragons pour que vous ne dépassiez pas vos 12 minutes. Oui, bien, merci pour l'introduction. C'est vrai que ma présentation ne va pas être du tout du même genre de celle de mon voisin, M. Masser, parce qu'en fait, j'ai une déformation professionnelle qui est que j'ai été enseignant devant des étudiants qui, vous savez, sont très exigeants maintenant. Et d'autre part, aussi devant mes collègues scientifiques qui désirent toujours avoir tous les arguments pour reconstituer le raisonnement ou les conclusions, ou voir si les conclusions qu'on tire sont bonnes après coup. Donc, je vais essayer de tenir dans les 12 minutes. Et donc, Parlez bien dans votre micro, qu'on vous entende bien. Voilà. Donc, si vous voulez, les énergies dans un monde aux ressources limitées, mon voisin vient de dire que c'est pas si limité que ça, et je crois que je suis vraiment d'accord avec lui. Le problème, il n'est pas tellement celui-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de cette angoisse, c'est le problème de la réduction des émissions de CO2, car c'est une affaire mondiale. Le CO2, malheureusement, c'est un gaz, on le partage, qu'on le veuille ou non. Et ça nous menace tous d'un dérèglement climatique et non pas d'un réchauffement climatique. J'insiste sur la précision des mots. Un dérèglement climatique met en jeu la survie d'une partie de l'humanité. Donc en fait, on ne peut pas jouer vraiment avec cette affaire. Ensuite, l'inévitable croissance, ça a été aussi mentionné, de la consommation des pays émergents. On ne peut pas s'y opposer. Ça a déjà été développé. Et ça se passe, bien sûr, en Amérique latine, en Inde, dans le sud-est asiatique de façon générale. Je vais donc essayer de situer un petit peu pourrait être le rôle du nucléaire dans un cadre plutôt bien déterminé. On s'est placé dans l'idée qu'on aurait 20 milliards de TEP. Alors G, c'est giga, ça veut dire milliard. Mais chez les scientifiques, on a bien sûr inventé un mot spécial. 20 gigatep d'énergie primaire en 2050, ce qui est un scénario plutôt bas au niveau du total, et ceci pour 9 milliards d'habitants. La deuxième chose, c'est qu'on s'impose de réduire les émissions de CO2 par 2 actuelles, mais ce qui fait par 3 par habitant. Pourquoi ? Parce que la population augmente d'un facteur 1,5 entre 2000 et 2050. Ensuite,
il y a une réduction dans notre construction énergétique, il y a une réduction des inégalités de consommation. Je la mentionne pour mémoire, mais je n'en discuterai pas. Et enfin, ceci... Donc, si vous voulez, donc, en fait, la question, c'est que, si vous voulez, on imagine un monde énergétique qui satisfasse aux grandes préoccupations de maintenant. Une consommation d'énergie assez limitée, une réduction des émissions de CO2, enfin de gaz à effet de serre, par 2. Et donc, voilà comment je passe sur le plan, et voilà comment on va faire. Donc, pourquoi envisager 25% de l'énergie primaire en 2050 sous forme d'énergie nucléaire? Eh bien, vous voyez à l'écran la barre bleue qui représente les 20 gigatèpes, c'est-à-dire la consommation totale. On fait d'abord une séparation entre les énergies qui continuent à émettre du CO2 et celles qui n'en émettent pas. Vous voyez donc la barre grise, c'est celle qui continue à émettre du CO2, qu'on appelle énergie fossile avec CO2. Et la barre verte, vous ne pouvez pas choisir une autre couleur, hein, la barre verte, c'est les énergies qui ne doivent pas émettre de CO2. Et donc, si vous voulez, on continue notre petit partage et on se dit, bon, vous voyez que les énergies sans CO2 représentent les 3/4, plus des 3/4 de l'énergie des 20 gigatèpes. Donc les 3/4 de l'énergie sont à trouver. Et comment elles se trouvent? Eh bien, je vous donne tout de suite le décor. C'est que c'est pour moitié les énergies renouvelables et pour moitié, ça se partage un petit peu, entre les énergies fossiles avec capture de CO2, c'est-à-dire ce qu'on appelle de charbon sans CO2, souvent, et les autres, c'est le nucléaire. Et donc, les 5 gigatèpes, eh bien, vous voyez que, si vous voulez, 5 et 3, 8, les énergies renouvelables sans CO2, bien sûr, sont aussi au même niveau. Et voilà comment le mix énergétique se présente. Alors là, je vais aller un petit peu vite, si vous voulez, parce que je crois qu'on n'a pas le temps. Je vais très vite. Voilà. En fait, si vous voulez, c'est une sorte de simulation de prix en imaginant que l'électricité est faite avec un mix énergétique raisonnable, c'est-à-dire peut-être 30% d'énergie renouvelable, entre 20 et 30% d'énergie renouvelable, et le reste, c'est fait par le charbon sans CO2 et le nucléaire. Et dans ce cas-là, si vous voulez, dans une unité qu'on a pris, qui est un peu arbitraire, eh bien, on a une énergie qui vaut 2. Supposons qu'on supprime l'énergie solaire dans ce mix énergétique. Eh bien, le prix moyen du kilowattheure, c'est 1,2. Et maintenant, supposons qu'on ne fasse pas de nucléaire ni de charbon sans CO2, le prix, c'est 3. Alors, on peut discuter, on n'a pas le temps de discuter des détails de ce calcul, mais en tout cas, il est indicateur d'une chose. C'est que le prix de production du nucléaire est parmi le plus bas dans les différentes solutions d'énergie, de production d'énergie électrique notamment. Ensuite, l'aspect économique, j'avais mis doit être pris en compte, et puis finalement, je l'ai mis entre parenthèses, il sera pris en compte. J'affirme ça, notamment par les pays émergents. Et les pays émergents, c'est l'Inde, c'est la Chine, enfin c'est le sud-est asiatique, et ce sont les pays d'Amérique latine. Et ça, c'est beaucoup plus, c'est nettement plus que la moitié de l'humanité. Et donc, en fait, je dirais, ce facteur économique ne peut pas ne pas être pris en compte. Ça va un peu dans la même lignée de ce qui a été dit par M. Masser. Ensuite, il y a des facteurs limitants qui sont physiques. Les énergies renouvelables, pour nombre d'entre elles, notamment pour la production d'électricité, sont intermittents. Vous ne pouvez pas imaginer faire marcher un réseau qui ne donne de l'électricité que le jour, entre 8 heures du matin et 4 heures de l'après-midi. Donc, en fait, c'est pas possible que... Enfin, il y a une limite technologique qui est plutôt de l'ordre de 20%. Ensuite,
l'énergie nucléaire et l'énergie... Oui, oui. L'énergie qui est... ces deux énergies, énergie sans CO2 et énergie nucléaire, peuvent produire de la chaleur. Une analyse fine montre qu'il y a trop de sources électriques dans le mix énergétique, dans les renouvelables. Donc, en fait, si vous voulez, c'est aussi un argument. Enfin, je voudrais dire que l'énergie nucléaire, c'est une technique de production qui est industriellement bien développée, et ceci va être tout de suite regardé. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il n'y aura pas, d'ici 2050, de nouveaux réacteurs, de nouvelles techniques de réacteurs nucléaires qui seront mis en place à l'échelle industrielle. Donc, si vous voulez, si on regarde d'ici 2050, ce sont des réacteurs qu'on connaît bien. C'est la technologie dite REP, c'était des réacteurs à eau pressurisée, est déjà éprouvée par une production assez impressionnante. Bon, ceci dit, ce n'est pas sans problème, on va y venir très rapidement. Le problème tout de suite que je voudrais dire, c'est que dans l'exploitation des réacteurs nucléaires, il y a un problème de sûreté. Tchernobyl, personne ne l'a oublié. Et donc, on sait que la sûreté est un élément très important et que, en fait, si vous voulez, c'est vraiment d'une rigueur, je dirais, qui est un petit peu obsessionnelle et qu'il faut absolument une culture de sûreté. C'est-à-dire qu'il faut que les gens qui sont responsables de ça dans une société soient vraiment imprégnés de cette culture de sûreté et qu'en plus, ils soient contrôlés. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que, si vous voulez, il y a plein d'avantages. En réalité, c'est une production continue, il n'y a pas d'intermittence notable dès que vous avez un parc suffisant. D'accord. Donc, si vous voulez, juste pour vous dire que c'est industriel, eh bien voilà la carte de France où les réacteurs sont implantés. Un réacteur, c'est, je dirais, enfin, il y a 59 réacteurs qui sont en truc et on n'en entend pas parler autant que ça au point de vue des pannes de courant. Donc ça marche. Je dirais, il faut rester très vigilant et donc c'est ça un petit peu le problème. Il y a des progrès, je ne vous en parlerai pas tout de suite parce que c'est pas le moment. Et donc par contre, si vous voulez, une autre limitation, c'est le problème des déchets. Alors là, je vais aller très vite pour vous dire que, très franchement, le problème des déchets, c'est un problème qui est certes important, mais pour lequel il y a des solutions, pour une raison très simple qui peut être comprise par tout le monde. Si ce sont des déchets très dangereux, ça c'est vrai, mais en fait, ils sont tellement concentrés et tellement petits en volume qu'en réalité, le confinement de ces déchets pour la période de décroissance radioactive est tout à fait, je dirais, raisonnablement assuré. Bon, alors après, on peut toujours avoir peur, comme dit M. Rocard, quand on évoque l'avenir, je veux dire, on ne fait qu'avoir peur. Enfin bon, moi je ne suis pas de cela, mais disons que je le comprends quand même. Attendez, j'ai presque terminé, Madame Luglu. Alors, la question, c'est savoir, est-ce que le nucléaire est durable? Est-ce qu'on peut compter sur lui au niveau de 5 gigatep, en supposant qu'on développe une puissance de 5 gigatep par an d'ici 2050? Eh bien, la réponse, c'est oui, selon toute probabilité. Pourquoi on dit selon toute probabilité? Eh bien, parce qu'au taux actuel, on en a pour 80 ans des réserves sûres. Et quelle est l'industrie qui aurait le culot d'investir beaucoup d'argent pour se prospecter au cas où on multiplierait peut-être l'énergie nucléaire par un facteur 8, puisque si on veut arriver à 5 gigatep, il faut multiplier l'énergie nucléaire par un facteur 8. Eh bien, personne n'est prêt à mettre beaucoup d'argent là. Donc, ça ne se fait pas. Et enfin, la durabilité après 2050, eh bien, soit il y a beaucoup de réserves finalement parce qu'on en trouve beaucoup, soit on développe les surgénérateurs, mais probablement ça fera l'objet d'une discussion. Je passe tout ça. Je me demande si les 12 minutes de Madame Leglu ne sont pas un peu
Bon, ça c'est un déploiement, simplement, c'est un déploiement de l'énergie nucléaire et notamment des surgénérateurs en France. Et le dernier point, voilà, c'est celui-là. On répond par ce graphe, cette diapositive, à où se trouve l'énergie de 5 gigaTEP dans le monde en 2050. J'en ai fini. Merci. Merci. Je regarde quand même ce graphique. Technologie, génération 2, génération 3. Je ne suis pas sûre que je comprenne tout bien. Hein. Alors, je peux rajouter 2 mots, puisqu'on va le laisser un petit peu, parce que en fait, c'est un problème très important. C'est de savoir, est-ce qu'on peut localiser de façon à peu près sûre 5 gigatEP de production d'énergie nucléaire dans le monde tel qu'on le connaît. Donc vous avez en bas, là, vous avez les différents pays. Les pays développés sont tous groupés en même temps. Et puis ensuite, vous avez la Chine, l'Inde, l'Asie, enfin le reste de l'Asie, et puis les différents autres produits. Donc en fait, si vous voulez, la question c'était... Nous sommes posé cette question, nous, les gens qui essayons de regarder un peu quelles sont les possibilités du nucléaire, c'est de savoir, si vous voulez, est-ce qu'il y a une implantation raisonnable dans le monde qui peut se faire à ce niveau-là. Voilà. Donc, après, on peut en discuter. On y reviendra, ce que vous appelez raisonnable. Merci, Monsieur Loiseau.